Mais ma grand-mère, elle, par tous les temps, même quand la pluie faisait rage et que Françoise avait précipitamment rentré les précieux fauteuils d'osier de peur qu'ils ne fussent mouillés, on la voyait dans le jardin, vide et fouettée par l'averse, relevant ses mèches désordonnées et grises pour que son front s'imbibât mieux de la salubrité du vent et de la pluie. Elle disait enfin on respire, et parcourait les allées détrempées, trop symétriquement alignées à son gré par le nouveau jardinier, dépourvu du sentiment de la nature, et auquel mon père avait demandé depuis le matin si le temps s'arrangerait. De son petit pas enthousiaste et saccadé, réglé sur les mouvements divers qu'excitait dans son âme l'ivresse de l'orage, la puissance de l'hygiène, la stupidité de mon éducation et la symétrie des jardins, plutôt que sur le désir inconnu d'elle d'éviter à sa jupe prune les taches de boue sous lesquelles elle disparaissait jusqu'à une hauteur qui était toujours pour sa femme de chambre un désespoir et un problème. Quand ces tours de jardin de ma grand-mère avaient lieu après dîner, une chose avait le pouvoir de la faire rentrer. C'était à un des moments où la révolution de sa promenade la ramenait périodiquement comme un insecte en face des lumières du petit salon où les liqueurs étaient servies sur la table à jeu. Si ma grand-tante lui criait « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac !» Pour la taquiner, en effet, elle avait apporté dans la famille de mon père un esprit si différent que tout le monde la plaisantait et la tourmentait. Comme les liqueurs étaient défendues à mon grand-père, ma grand-tante lui en faisait boire quelques gouttes. Ma pauvre grand-mère rentrait, priait ardemment son mari de ne pas goûter au cognac, il se fâchait, buvait tout de même sa gorgée, et ma grand-mère repartait, triste, découragée, souriante pourtant, car elle était si humble de cœur et si douce, que sa tendresse pour les autres et le peu de cas qu'elle faisait de sa propre personne et de ses souffrances se conciliaient dans son regard en un sourire où, contrairement à ce qu'on voit dans le visage de beaucoup d'humains, il n'y avait d'ironie que pour elle-même, et pour nous tous, comme un baiser de ses yeux qui ne pouvaient voir ceux qu'elle chérissait sans les caresser passionnément du regard. Ce supplice que lui infligeait ma grand-tante, le spectacle des vaines prières de ma grand-mère et de sa faiblesse, vaincue d'avance, essayant inutilement d'ôter à mon grand-père le verre à liqueur, c'était de ces choses à la vue desquelles on s'habitue plus tard jusqu'à les considérer en riant et à prendre le parti du persécuteur assez gaiement et résolument pour se persuader à soi-même qu'il ne s'agit pas de persécution. Elle me causait alors une telle horreur que j'aurais aimé battre ma grand-tante. Mais dès que j'entendais « Bathilde, viens donc empêcher ton mari de boire du cognac !» déjà homme par la lâcheté, je faisais ce que nous faisons tous une fois que nous sommes grands, lorsqu'il y a devant nous des souffrances et des injustices. Je ne voulais pas les voir. Je montais sangloté tout en haut de la maison, près de la salle d'études, sous les toits, dans une petite pièce sentant l'iris, et que parfumait aussi un cassis sauvage, poussé au dehors entre les pierres de la muraille, et qui passait une branche de fleurs par la fenêtre entr'ouverte.